Imagine ceci, tu ouvres ton navigateur pour accéder à ton site web préféré, mais au lieu de taper un nom comme www.youtube.com, tu dois entrer cette suite de chiffres. Internet deviendrait soudainement inutilisable. Heureusement, il existe un système invisible qui rend tout cela facile et fluide, le DNS ou Domain Name System. Le DNS, c'est un peu comme le traducteur officiel d'Internet, il transforme les noms lisibles par les humains en adresses IP compréhensibles par les machines. Mais ce traducteur, aussi essentiel soit-il, est aussi une des cibles favorites des cybercriminels. Dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses du DNS, comment il fonctionne, quelles attaques le menacent et surtout comment s'en protéger. Prêt à démystifier l'un des protocoles les plus importants du web? Allons-y. Le DNS fonctionne comme un annuaire. Imagine l'annuaire papier d'autrefois ou ton répertoire téléphonique aujourd'hui. Pour appeler quelqu'un, tu cherches son nom et l'annuaire te donne son numéro. DNS fait exactement cela, mais pour les noms de domaine. Tu tapes un nom comme example.com dans ton navigateur et un serveur DNS te fournit l'adresse IP associée pour que ton ordinateur puisse communiquer avec le bon serveur. Revenons au début d'Internet, ou plutôt de l'ARPANET. À cette époque, il y avait si peu d'ordinateurs connectés que mémoriser leur adresse IP était facile. Mais avec la croissance rapide du réseau, les ingénieurs ont eu l'idée d'utiliser les noms facilement mémorisables par des humains. Un fichier centralisé appelé host.txt était maintenu par le Stanford Research Institute. Si tu voulais être connu sur le réseau, tu devais envoyer une demande pour être ajouté à ce fichier. Ce système s'est vite révélé ingérable parce qu'il y avait de plus en plus de machines qu'il fallait enregistrer. En 1983, Paul Moncapetris, un pionnier de l'Internet, a proposé un système décentralisé et distribué. Ce système, c'est le DNS. Plus de 30 ans plus tard, ce même modèle reste la base de l'Internet que nous utilisons aujourd'hui. Paul Moncapetris est d'ailleurs surnommé le père du DNS. Quand tu saisis un nom de domaine dans ton navigateur, un processus fascinant se déroule en arrière-plan pour traduire ce nom en une adresse IP. Voici ce qui se passe. Première étape, ton navigateur ou ton système consulte son cache DNS pour voir s'il connaît déjà l'adresse IP. Si ce n'est pas le cas, il demande de l'aide à un résolveur DNS, généralement celui de ton fournisseur d'accès à Internet. Puis le résolveur commence un processus itératif. Il vérifie d'abord son cache DNS. S'il n'a pas l'information, il envoie la requête à un serveur DNS racine. Les serveurs DNS racines sont les grands patrons du système DNS. Ils ne connaissent pas toutes les adresses IP, mais ils savent où chercher. Ici, le serveur racine va rediriger vers le serveur TLD. Pour identifier les serveurs racines sur ma machine Windows, j'exécute la commande nslookup. Le point représente la racine ou le point de départ dans la hiérarchie DNS. Tu peux constater qu'il existe 13 serveurs racines dans le monde entier. Voici leur nom. Et en bas, tu as leur adresse IPv4 et IPv6. Si tu utilises une machine Linux, utilise la commande dig. On retrouve les mêmes réponses que précédemment. Le résolveur DNS va envoyer la requête suivante au serveur racine pour www.youtube.com. Cette adresse IP est celle d'un serveur racine. Et plus bas, tu peux constater qu'on est redirigé vers une liste de serveurs TLD. Petite parenthèse, les serveurs tld.com sont gérés par VeriSign. Si c'est sur une machine Linux, le résolveur DNS utilise la commande dig suivante. Plus bas, tu as la liste des serveurs TLD. Le résolveur DNS envoie une requête au serveur TLD. Ce serveur gère les domaines de premier niveau comme .com, .fr, .org. Dans notre cas, la requête est envoyée au serveur qui gère les domaines de premier niveau .com. Ici, le serveur TLD va rediriger vers le serveur DNS autoritaire de youtube.com. Le résolveur DNS va envoyer la requête suivante au serveur TLD pour www.youtube.com. Cette adresse IP est celle d'un serveur TLD qu'on a obtenu précédemment. Et plus bas, tu peux constater qu'on est redirigé vers une liste de serveurs autoritaires avec les adresses IP associées. Sur une machine Linux, voici l'équivalent de la commande précédente. Les réponses sont en bas de page. On est redirigé vers les serveurs autoritaires. Le résolveur DNS envoie une requête au serveur DNS autoritaire qui contient les vraies informations sur www.youtube.com, y compris son adresse IP. Le résolveur DNS va envoyer la requête suivante au serveur autoritaire pour www.youtube.com.
Cette adresse IP est celle d'un serveur autoritaire qu'on a obtenu précédemment. Et plus bas, tu peux constater qu'on obtient la liste des adresses IP de www.youtube.com. Le résolveur DNS enregistre cette information dans son cache pendant une durée définie appelée TTL ou Time to Live. Ensuite, il doit envoyer cette information à la machine qui a envoyé la requête. Dernière étape, la machine met aussi à jour son cache, puis envoie une requête au serveur youtube.com. Tu peux alors afficher YouTube sur ton écran. Toutes ces étapes se déroulent généralement en moins d'une seconde. Voici un récapitulatif. Le navigateur demande au résolveur DNS l'adresse IP de www.youtube.com. Le résolveur demande au serveur racine qui l'oriente vers le serveur tld.com. Le serveur TLD indique au résolveur DNS où trouver le serveur DNS autoritaire de youtube.com. Le serveur autoritaire de YouTube donne enfin l'adresse IP correcte au résolveur DNS. Le résolveur DNS transmet l'adresse IP au navigateur qui peut maintenant charger la page. Ce que je t'ai présenté précédemment s'appelle la résolution itérative. Il existe aussi la résolution DNS récursive. Dans ce cas, chaque serveur DNS se charge de récupérer la réponse. Cette réponse est propagée jusqu'à la machine qui a envoyé la requête. Maintenant que l'on a vu comment les noms de domaine sont traduits en adresse IP, il est temps de comprendre comment tout cela est organisé. Le DNS est structuré en plusieurs niveaux pour éviter qu'un seul serveur ne soit responsable de la résolution DNS de tout Internet. On commence par les serveurs racines. Il en existe 13 dans le monde, répartis sur une centaine de machines et gérés par différentes organisations. Ils redirigent généralement les requêtes vers les serveurs TLD. Un serveur racine est souvent représenté par un point. On continue avec les serveurs TLD qui gèrent les domaines comme .com, .org, .fr. Chaque TLD a ses propres serveurs. Par exemple, les serveurs .com connaissent tous les noms de domaines qui utilisent cette extension. Je continue avec les serveurs de nom autoritaires qui détiennent la vérité absolue sur un domaine spécifique. Ils stockent les vrais enregistrements DNS et donnent la réponse finale à une requête DNS. On termine par le résolveur DNS. Il s'agit du serveur DNS de ton fournisseur d'accès à Internet ou d'un service DNS tiers comme Cloudflare, Google DNS. C'est lui qui interroge tous les niveaux précédents pour trouver la bonne IP. Le DNS ne se limite pas à traduire des noms en IP, il gère différents types d'enregistrements. Je ne vais pas tous les présenter, mais voici quelques exemples. Je commence par l'enregistrement A qui permet de faire la correspondance entre un nom de domaine et une adresse IPv4. Dans un enregistrement DNS, il existe plusieurs champs. Le nom, tu remarqueras un point à la fin qui représente le domaine racine. Le TTL ou Time to Live qui représente le temps en secondes pendant lequel la réponse peut être mise en cache pour les serveurs DNS et les clients avant une nouvelle requête. Ici, c'est 3600 secondes ou 1 heure. On a ensuite la classe de l'enregistrement. IN signifie Internet. Type indique qu'il s'agit d'un enregistrement de type A. AirData contient les données associées à un enregistrement. Ici, c'est l'adresse IP. Je ne l'ai pas présenté, mais il existe aussi une colonne optionnelle appelée RD-Lens qui contient la taille des données contenues dans la colonne AirData. Pour voir tous ces champs, utilise la commande dig suivante. On retrouve le point dont je parlais. Le TTL vaut 248 secondes. On a la classe, le type et l'adresse IP. L'enregistrement AAAA associe un nom à une adresse IPv6. Je reviens sur dig pour te montrer le résultat. Voici une adresse IPv6 de exemple.com. L'enregistrement CNAME crée des alias pour des noms de domaine. Par exemple, quand il y a une requête DNS pour l'alias blog.exemple.com, la réponse sera le nom canonique exemple.com et il y aura une deuxième requête DNS pour exemple.com afin de récupérer l'adresse IP. Dans la pratique, tu peux utiliser cette commande dig. Il existe un CNAME pour www.exemple.com, c'est www.exemple.com-v4.edusuite.net. L'enregistrement MX indique le serveur responsable de la messagerie ou email pour un domaine. Il y a généralement deux serveurs MX, le serveur primaire est celui qui a la plus basse priorité. C'est pour cela que tu vois une colonne priorité. Avec cette commande dig, smtp.google.com est utilisé pour la messagerie chez google.com. La priorité est de 10 ici.
Sur Windows, utilise la commande nslookup type égale mx exemple.com. L'enregistrement NS permet d'indiquer les serveurs responsables de la gestion des enregistrements d'un domaine. C'est le serveur autoritaire de ce domaine. C'est sur ce serveur que tu verras les enregistrements AAAA, MX, TXT, etc. pour un domaine. Dans cet exemple, j'affiche les serveurs de nom de Microsoft.com. Il y en a 4. Et plus bas, on a les adresses IPv4 et IPv6 associées. L'enregistrement SOA stocke des informations importantes à propos d'une zone DNS. Il y a plusieurs champs dans un enregistrement SOA. Le serveur DNS principal est généralement celui dans l'enregistrement NS présenté précédemment. Dans l'adresse de l'administrateur, le point rouge représente un arrobase. Le numéro de série est mis à jour s'il y a un changement dans le fichier de zone. Refresh est l'intervalle en secondes avant que les serveurs secondaires ne vérifient les mises à jour. Retry est le temps d'attente en secondes avant un nouvel essai si le refresh échoue. Expire est la durée avant qu'un serveur secondaire considère les données comme invalides. Et on a le TTL pour la durée de la mise en cache. Une zone DNS est une section d'un domaine qu'un administrateur contrôle. L'administrateur 1 de Microsoft.com peut décider de créer la zone DNS verte et déléguer la gestion de smartphone.microsoft.com à admin 2. L'administrateur 1 de Microsoft.com peut aussi créer la zone DNS orange et déléguer la gestion de pc.microsoft.com à admin 3. Dans chaque zone, on aura un fichier de zone qui contient un enregistrement SOA. Voici un exemple d'enregistrement SOA pour Microsoft.com. Avec Dig, on ne voit pas bien les champs. Mais avec NSLOOKUP, tu distingues bien les champs que j'ai présentés précédemment. Comme je te disais, je n'ai pas tout présenté, mais il existe d'autres types d'enregistrements. TXT permet d'ajouter des informations textuelles à un domaine. Il est souvent utilisé pour protéger les emails contre le spam et l'usurpation. J'en parlerai dans une autre vidéo. L'enregistrement SRV ou service contient le nom d'un serveur et un numéro de port. L'enregistrement PTR permet d'associer une adresse IP à un nom de domaine. Et maintenant que tu comprends ces enregistrements, voyons comment les cybercriminels exploitent certaines faiblesses pour mener des attaques. Malheureusement, le DNS est une cible privilégiée des cyberattaques. Voici quelques exemples. L'attaque par amplification. Son principe est simple. Tu envoies une requête DNS à un serveur. La taille de la requête est par exemple de 30 octets. Mais la taille de la réponse est de 3700 octets. Si tu augmentes le nombre de requêtes, la taille de la réponse augmente aussi, ce qui veut dire que le serveur doit réserver des ressources pour fournir une réponse. En envoyant plusieurs requêtes, le serveur ne peut plus gérer la charge et il se produit un déni de service. La méthode qui est souvent utilisée est d'envoyer une requête any qui force le serveur à envoyer tous les enregistrements DNS pour un domaine, donc la taille de la réponse sera supérieure à la taille de la requête. L'attaque par réflexion, ici, l'attaquant envoie une requête à un résolveur DNS. Dans sa requête, il change l'adresse IP source par l'adresse IP de la machine à attaquer. Toutes les réponses du résolveur DNS seront alors envoyées à cette machine qui n'a rien demandé. Elle sera alors submergée. Autre exemple, c'est la combinaison des deux attaques précédentes. Donc ici, l'attaquant utilise un réseau de botnet ou de machines compromises. Ces machines vont envoyer plusieurs requêtes DNS qui génèrent de grosses réponses. Dans ces requêtes DNS, l'adresse IP source est remplacée par l'adresse IP d'une machine à attaquer. Les réponses amplifiées sont transmises à cette même machine. Autre exemple d'attaque, le cache poisoning, dont l'objectif est d'introduire des données corrompues dans le cache DNS pour rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants. À quoi sert un cache? Son objectif est de stocker les données qui sont régulièrement consultées. Cela permet d'accélérer la réponse à une requête DNS, mais des pirates ont détourné son fonctionnement. Comment fonctionne le cache poisoning? Première étape, le pirate envoie une requête à un résolveur DNS vers un domaine qui n'existe pas, par exemple test.domaine.com. Le résolveur DNS va chercher l'adresse IP associée en interrogeant toute la hiérarchie DNS que j'ai présentée dans un autre chapitre. Troisième étape, le serveur autoritaire de domaine.com va répondre avec un message nxdomain pour dire que test.domaine.com n'existe pas. Mais avant que la réponse arrive au résolveur DNS, le pirate va envoyer plusieurs messages au résolveur DNS pour associer abc.domaine.com qui existe
à une adresse IP que le pirate contrôle. Ces messages auront une IP qui semble venir du serveur autoritaire. Quatrième étape, le résolveur DNS ajoute la réponse du pirate dans son cache. Puis, lorsqu'un utilisateur veut accéder à abc.domaine.com, sixième étape, le résolveur DNS va consulter son cache et fournir l'adresse IP contrôlée par le pirate. Dernière étape, l'utilisateur se connecte au serveur contrôlé par le pirate. À partir de cet instant, il peut exfiltrer les données, installer un malware, etc. En 2008, Dan Kaminsky avait partagé une exploitation de cette faille. La plupart des serveurs récents sont protégés contre cette attaque avec notamment DNSSEC dont je parlerai dans le prochain chapitre. Le DNS tunneling est une technique utilisée pour faire passer des données à travers le protocole DNS, souvent à des fins de contournement, de restriction ou d'exfiltration de données. Le pirate enregistre un domaine, par exemple abc.domaine.com. abc.domaine.com est en réalité un serveur du pirate qui héberge un outil d'injection de commandes et collecte de données. Ensuite, le pirate infecte une machine avec un malware. Ce malware peut être distribué par exemple via phishing. Une fois installé sur la machine de la victime, ce malware va établir une connexion avec le serveur du pirate. À partir de cet instant, le pirate va utiliser DNS pour exfiltrer des données ou envoyer des commandes à exécuter par la machine compromise. Depuis 2016, c'est ce type d'attaque qu'utilise le groupe Oilrig via l'outil DNS espionnage pour collecter des données sur des machines et prendre le contrôle à distance. Oilrig cible les gouvernements, entreprises et infrastructures stratégiques. La prochaine attaque est l'attaque NX-Domain, mais avant de te présenter cette attaque, c'est quoi le message NX-Domain ? Quand tu demandes la résolution DNS d'un domaine qui n'existe pas, le serveur DNS répond avec un message NX-Domain ou Non-Existent Domain. Des pirates ont détourné son fonctionnement. Dans l'attaque NX-Domain, un pirate va utiliser plusieurs machines compromises pour envoyer plusieurs requêtes DNS pour des noms de domaine invalides. Le résolveur DNS va transmettre ces requêtes au serveur autoritaire du domaine concerné. Ce serveur autoritaire sera alors submergé et ne pourra plus traiter les requêtes légitimes. Face à ces menaces, il existe des solutions. La première, DNSSEC, qui utilise la cryptographie à clé publique pour garantir l'intégrité et l'authenticité des requêtes DNS. En d'autres termes, DNSSEC permet de garantir qu'un message a bien été envoyé par son émetteur et que le message n'a pas été modifié pendant son transport. Pour plus d'informations sur ce type de cryptographie, je te recommande cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. DNSSEC n'empêche pas un pirate d'écouter les échanges, le pirate ne peut plus usurper l'identité d'un serveur DNS. L'idée générale derrière DNSSEC est que chaque réponse doit être signée par son auteur. Le résolveur DNS va vérifier la signature du message avant d'accepter la réponse d'un autre serveur DNS. Je ferai une autre vidéo détaillée sur le fonctionnement de DNSSEC. Un point important à prendre en compte est que DNSSEC protège uniquement les conversations entre les serveurs DNS. DNSSEC n'intervient pas sur la communication entre ta machine ou ton navigateur et le résolveur DNS. Dans ce dernier cas, il faut utiliser DOT ou DOH. Commençons par DOT. C'est quoi DOT? Quand tu tapes une adresse comme www.google.com, ton ordinateur demande à un serveur DNS où se trouve ce site, mais normalement, cette requête est envoyée sans protection et quelqu'un de mal intentionné pourrait l'espionner ou la modifier. C'est là que DOT entre en jeu. Comment fonctionne DOT? Ton ordinateur ou téléphone parle à un serveur DNS spécial qui comprend DOT, il utilise le port 853 au lieu du port classique 53. Avant d'échanger des informations, le serveur envoie une carte d'identité, en réalité un certificat, à ton appareil. Ton appareil vérifie si cette carte est authentique et fiable. Une clé secrète est créée entre ton appareil et le serveur DNS. Toutes les requêtes et réponses DNS sont maintenant chiffrées, comme si elles étaient écrites en code secret que personne d'autre ne peut comprendre. Une fois la connexion protégée, ton ordinateur continue d'envoyer des requêtes DNS comme d'habitude, mais cette fois, elles sont invisibles pour les espions et personne ne peut les modifier. Des fournisseurs comme Quad9, Google et Cloudflare offrent des serveurs compatibles DOT. Qui proposent des services DOT, des fournisseurs comme Quad9, Google et Cloudflare offrent des serveurs DNS compatibles DOT et ces services sont généralement gratuits. DOT a un cousin qui s'appelle DOH. Imagine que tu envoies une lettre secrète à un ami, mais au lieu de l'envoyer dans une enveloppe transparente comme le DNS classique, tu la mets dans une enveloppe blindée et sécurisée. Dans ce cas DOH, personne ne peut voir ce qu'il y a dedans. Comment fonctionne DOH?
Ton navigateur ou téléphone parle à un serveur DNS spécial qui comprend DOH et utilise le même port que les sites web HTTPS, c'est-à-dire le port 443. Avant d'échanger des messages, le serveur envoie son certificat. Le client vérifie si le certificat est valide. Le client et le serveur créent une clé secrète pour coder les messages comme un langage secret que seuls eux comprennent. Toutes les requêtes DNS et les questions posées pour savoir où se trouve un site sont maintenant chiffrées et cachées. Au lieu d'envoyer les requêtes DNS normalement comme une carte postale lisible par tous, elles sont cachées dans un message HTTPS. Les requêtes sont envoyées sous forme de messages GET pour poser des questions ou POST pour envoyer plus d'informations. La réponse revient de manière sécurisée et personne ne peut l'espionner sur le réseau. Qui propose le service DOH? Google et Cloudflare proposent ce type de service et il est généralement déjà intégré dans Firefox, Chrome et Windows, c'est configurable. Pour configurer DOH sur Windows 11, je vais dans Paramètres, puis je clique sur Internet et réseau, puis à droite, je clique sur Propriétés. Sur la ligne DNS, clique sur Modifier. Dans le champ 1, j'ajoute l'adresse du premier serveur DNS DOH, ici Quad9. Champ 2, je sélectionne le template automatique. Le champ 3 se remplit automatiquement. Les champs 4, 5 et 6 sont utilisés pour le serveur DOH secondaire, ici Cloudflare. N'oublie pas de cliquer sur Enregistrer. Sur mon navigateur Firefox, je vais dans les paramètres, je filtre sur DNS, puis plus bas, je sélectionne un profil personnalisé et j'ajoute Quad9. À noter que par défaut, c'est Cloudflare que Firefox utilise. Pour vérifier la configuration, je vais sur cette page web. RPZ est un filtre spécial sur un serveur DNS. Il protège les utilisateurs contre les sites malveillants. Il fonctionne comme une barrière intelligente qui empêche l'accès aux sites dangereux comme ceux qui volent des informations ou ceux utilisés par des hackers pour contrôler des ordinateurs à distance. Comment ça marche? Quand tu tapes une adresse sur Internet, ton ordinateur demande à un serveur DNS où se trouve ce site. RPZ intercepte ces demandes et vérifie si le site est dangereux. Le module RPZ consulte une base de règles définie par l'administrateur du serveur DNS ou provenant d'un fournisseur de renseignements sur les menaces, par exemple CrowdStrike. Si le site est suspect, le module RPZ peut par exemple bloquer l'accès et répondre « ce site n'existe pas ». On peut aussi imaginer un scénario où il redirige vers une page d'alerte qui explique le danger à l'utilisateur. Le Response Rate Limiting fonctionne comme une tirelire à jetons pour limiter le nombre de requêtes qu'un serveur DNS envoie à un même utilisateur. Comment ça marche? Chaque utilisateur reçoit des jetons. Le serveur DNS donne 5 jetons à chaque utilisateur au départ. Chaque seconde, il ajoute 5 nouveaux jetons. Chaque fois qu'un utilisateur pose une question au serveur DNS, un jeton est utilisé. Que se passe-t-il quand il n'y a plus de jetons? Si un utilisateur utilise tous ses jetons, il doit attendre 15 secondes pour que la tirelire se remplisse à nouveau. Pendant ce temps, le serveur ne lui envoie plus de réponses complètes, mais seulement des réponses tronquées ou incomplètes. Cela empêche les pirates d'envoyer trop de requêtes. Une solution pour les vrais utilisateurs: si un utilisateur légitime n'a plus de jetons, il peut soit attendre 15 secondes, soit relancer sa demande en utilisant un autre moyen, par exemple via TCP. Bref, RRL est un système qui empêche les pirates de bombarder le serveur DNS avec des tonnes de requêtes. RRL ne bloque pas complètement les vrais utilisateurs, ils peuvent juste attendre ou réessayer autrement. Le DNS est bien plus qu'un simple annuaire numérique, il est le pilier de notre navigation en ligne et une cible stratégique pour les cyberattaques. Comprendre son fonctionnement et ses vulnérabilités est essentiel pour s'en protéger. Je te recommande la vidéo suivante. À bientôt.